Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir monsieur Rahmani, monsieur Cortina, salam alaikum. Bienvenue à cette première session en ligne organisée par l'association EMPS. Le programme de ce jour, nous allons tout d'abord donner la parole au président de l'association EMPS, Monsieur Souleymane Sawaf, qui va présenter l'association, ses grandes orientations. Puis nous donnerons la parole à Madame Elsa Seigné, qui est membre du conseil d'administration de l'association, qui replacera la rencontre de ce jour dans son cadre général. Et enfin, nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble avec la participation de M. Cortina et de M. Rahmani sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui, quel humain voulons-nous pour demain? Cela prendra la forme d'une discussion, d'une table ronde, et puis ensuite, nous aurons un temps avec vous pour des questions et des réponses, et nous nous acheminerons tout doucement vers la fin de cette rencontre qui devrait avoir lieu aux alentours de 22h30. Voilà pour le programme. Je vous invite, j'invite maintenant le président de l'association EMPS, M. Souleymane Sawaf, à prendre la parole au sujet des missions, des orientations de notre association. Monsieur Souleymane, la parole est à vous. Ladies and gentlemen, dear guests, Monsieur Clarenval. Mesdames et messieurs, Monsieur Clarenval, Monsieur Cortina, Monsieur Rahmani, il est un plaisir pour moi de vous donner la bienvenue au nom de l'EMPS pour cette rencontre, cette activité. Donc, je voudrais vous donner la bienvenue et vous annoncer la paix. Et souligner l'attitude de cette association. L'objectif, c'est le triomphe des êtres humains, la paix, et la société doit faire en sorte de vivre ensemble. MPS, donc l'Association des musulmans européens pour la participation et la spiritualité, est une jeune association composée de citoyens européens de croyances musulmanes. Donc, nous sommes des personnes avec des convictions et nous voulons que le MPS soit un espace pour la réflexion autour de l'être humain, donc l'encre de notre projet. Nous voulons proposer aux citoyens la possibilité de combiner et concilier l'être humain avec la paix. Et en même temps, on veut être un espace d'éducation et de citoyenneté participative. On veut être dans le sens d'être engagé avec la solidarité et d'une construction positive et des contributions positives. Donc, ceci se fait dans un itinéraire d'apprentissage et offrir aux citoyens une vision ouverte avec cette vivre ensemble avec ce vivre ensemble. Et donc, nous voulons travailler et faire des analyses du point de vue individuel et aussi collectif. La justice économique et sociale, l'environnement, la spiritualité, le bien-être, l'existence et la recherche de Dieu. Donc, nous invitons nos concitoyens à ce voyage double, spirituel et aussi des connaissances, afin de partager des connaissances communes
et avec un grand engagement avec la paix et la dignité humaine. Donc, nous voulons créer des connexions. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que nous allons bien pouvoir profiter de ce soir. Et merci de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole à Madame Elsa Seigné, qui va présenter, donc, comme je vous le disais, le cadre général dans lequel cette rencontre de ce soir aura lieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous savons tous que depuis un an, nos sociétés traversent une crise très, très difficile avec la pandémie du Covid-19. Ce sont des événements et une crise historique. Depuis un an, cette pandémie questionne tous les fondements de nos sociétés, les fondements politiques, économiques, scientifiques, sociaux, philosophiques ou encore spirituels. Notamment, près de 2 millions de citoyens européens ont perdu leur emploi durant cette pandémie. Les relations familiales sont aussi très éprouvées puisque, par exemple, en France, les signalements de violences conjugales ont augmenté de près de 60% lors du deuxième confinement en novembre 2020. Cette pandémie nous rappelle encore plus que l'Europe, tout comme le monde dans son entier, traverse une crise majeure. L'écart entre les nantis et les plus pauvres s'agrandit. Le réchauffement climatique menace l'ensemble de nos sociétés et la biodiversité est mise en péril. Jamais le nombre de réfugiés n'a été aussi élevé. Les démocraties occidentales peinent de plus en plus à répondre aux aspirations des peuples. Les différences culturelles et de conviction sont également vécues comme des menaces. Le mal-être profond de l'être humain n'a jamais été aussi profond. Les dépressions et angoisses sont quasiment devenues la norme et les enfants sont touchés de plus en plus tôt dans leur innocence par ce climat pesant. La culture du paraître et du virtuel actuellement fait vivre nos jeunes de plus en plus hors du monde réel, ce qui cause un dommage important dans leur développement. Vers quel lendemain glissent nos sociétés ? C'est tout le vivant en l'homme et sur la planète qui est touché. Il ne fait donc aucun doute que des questions de sens se posent. Une crise des valeurs mine l'ensemble de notre édifice humain. Comment en est-on arrivé là ? Ne sont-ce pas les valeurs de solidarité, de fraternité humaine, de don, d'empathie qui ont perdu de leur substance ? Peut-on imaginer d'autres perspectives pour redonner sens à notre humanité ? Il apparaît évident que dans le contexte actuel, marqué par l'interdépendance des économies et des cultures, seul le dialogue, l'effort commun, la participation de toutes et tous permettront de penser et mettre en œuvre les conditions nécessaires à l'établissement d'une civilisation assise sur la fraternité humaine et l'équité. L'Europe a donc un rôle à jouer, mais un rôle partagé au niveau mondial. L'Europe est donc riche de sa diversité culturelle, de par son histoire. Elle est donc dans une certaine mesure une image du monde à une échelle réduite. Son point de faiblesse est très certainement lié à sa vision de l'homme. Nous voulons parler de la vision profonde, ontologique, héritée quant à elle d'une histoire plus ancienne, qui a fini par réduire l'homme à sa portion la plus limitée. Un individu fermé sur des préoccupations matérielles et égotiques, privé de toute aspiration spirituelle, centré sur la vie présente, dont l'accès à la connaissance est assujetti à l'exercice seul d'une rationalité devenue un absolu. Cette approche et cette vision de l'homme le détournent de sa plus grande richesse, celle que son cœur contient. Cette richesse est à la fois une invitation à la connaissance et à la fraternité humaine. Il nous revient donc à toutes et tous, dans les circonstances actuelles, de repartir à la recherche de ce trésor intérieur, d'en prendre soin et de le partager. Quelle est la place de l'humain dans ce contexte de grandes incertitudes ? Comment redonner sens à ces valeurs qui dépérissent jour après jour, comme la solidarité, la justice sociale, la bienveillance, la liberté ou encore l'équité ?
L'avenir de nos sociétés est notre destin commun et celui de nos enfants. Cet avenir devant lequel se dressent d'épaisses couches brumeuses nous invite plus que jamais à explorer l'itinéraire d'autres voies d'espérance et à endiguer les fléaux de l'indifférence, du repli sur soi, de l'individualisme ou de la violence. C'est pourquoi donc, à travers tout ce contexte, nous souhaitons, à travers ces webinaires, créer des espaces d'échange dans l'ouverture et la bienveillance pour contribuer à l'effort collectif pour plus de sens et de justice et remettre les efforts au service de l'épanouissement de l'être humain. Bon, merci. Merci beaucoup, Madame Elsa Seigné, pour avoir recadré dans la globalité la rencontre de ce jour qui aura une suite. Ce n'est évidemment qu'une première étape. On ne peut pas définitivement clore la question sur l'avenir de notre humanité en une séance. Loin de là, nous voulons, pour cette première séance, poser quelques pierres sur le gué et y mettre nos pas. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le 17 mai 2015, le magazine en ligne Le Quotidien du médecin titrait « Le premier clonage humain passe presque inaperçu ». Alors, indépendamment de la prouesse scientifique et des avancées médicales escomptées, ce projet de clonage nous semble laisser de côté une question dont on a l'impression qu'elle a finalement été comme définitivement tranchée. Finalement, nous sommes en droit de nous demander ce qui a permis d'envisager la possibilité que le clonage, la duplication donc, d'un être humain soit possible. Quelle idée, quelle conception de l'homme fonde cette possibilité technique, scientifique? Cette question en appelle une autre. Au fond, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qui constitue notre humanité? À cette question, la modernité a apporté ses réponses. Aujourd'hui, poser cette question, alors qu'elle est supposée tranchée, semble donc une perte de temps, une entreprise un peu vaine, naïve, à moins qu'elle ne soit bien entendu abordée par la biologie ou la philosophie, qui sont les seuls domaines de la pensée autorisés à discourir sur ce thème. Mais à regarder aujourd'hui l'état de notre humanité, du monde, de la nature, pouvons-nous raisonnablement considérer que les réponses apportées à cette question soient réellement satisfaisantes? L'état des sociétés dépend de la conception que l'on se fait de l'homme, du sens de sa présence sur Terre, de sa destinée. N'est-il donc pas urgent de revenir à cette question? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'un être humain? C'est une des ambitions de la rencontre de ce jour. Nous voulons redonner corps à cette question en permettant qu'elle soit posée en dehors de l'espace strictement scientifique, la biologie principalement, et philosophique, tout en tenant compte, bien entendu, de leurs apports respectifs. C'est pourquoi nous accueillons donc aujourd'hui M. Rahmani, qui est éditeur, enseignant, chercheur à l'Institut européen des sciences islamiques, auteur de divers articles traitant notamment de la question de l'avenir des religions, de la place de la spiritualité dans les sociétés postmodernes. Il a contribué à la rédaction de l'ouvrage « Humanisme ou post-humanisme, singularité technologique et amélioration humaine », qui a été coordonné par notre deuxième invité, M. Alberto Cortina, qui est avocat, urbaniste. Il est aussi par ailleurs essayiste et expert dans le transhumanisme, le post-humanisme et les questions éthiques en lien avec les technologies. Il a aussi pour préoccupation principale de promouvoir un humanisme avancé, il nous éclairera peut-être sur ce concept, pour une société où les technologies sont au service des personnes et de la vie et non l'inverse. En ce sens, donc, il favorise l'intégration entre la science, l'éthique et la spiritualité.
Donc, bonjour à vous. Nous sommes évidemment, bonjour à vous, salam alaikum, nous sommes évidemment extrêmement honorés de votre présence. Et puis, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet après tous ces préliminaires. Mais avant de rentrer dans cette question qui finalement sera au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'un être humain? Il semble nécessaire de faire un petit détour par l'histoire. En l'occurrence, l'histoire de la conception occidentale et moderne de l'homme. Alors, sachant que M. Rahmani a beaucoup travaillé sur la question de la place des religions et de la spiritualité dans les sociétés modernes et postmodernes, c'est à lui que je vais poser ma première question. M. Rahmani, est-ce que vous pourriez nous donner les grandes lignes de cette conception moderne de l'homme, nous en retracer l'histoire et ouvrir peut-être une perspective critique à cette définition actuelle qui est devenue, on va dire, la doxa aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier l'association MPS pour son aimable invitation. Je suis honoré en participant à cette séance inaugurale d'un travail de longue haleine. Donc, je souhaite bonne chance et bon courage à l'association de continuer ce travail colossal de réflexion et d'exploration de sujets qui sont d'une grande importance pour l'avenir de l'humanité. Donc, il est évident qu'il est difficile de retracer en quelques minutes l'histoire d'un concept aussi important que l'humanisme et l'homme, sa relation avec l'homme, en quelques minutes. Donc, c'est une histoire, comme nous le savons tous, de plusieurs siècles. Néanmoins, pour être le plus concis, le plus précis, le plus court possible, je vais souligner 2-3 points qui vont, je l'espère, nous aider à appréhender, ne serait-ce que d'une manière très générale, cette question, cette problématique de l'homme aujourd'hui, et cette question du sens et de l'essence de l'humain dans le contexte qui est le nôtre, dans l'époque qui est la nôtre. Donc, sur le plan historique, ce que je crois il est important de souligner, c'est que la philosophie de Lumière, de l'idéologie moderniste en général, a essayé de situer son point de départ, son point d'ancrage, si j'ose dire, ses racines dans la période de la Renaissance. Nous savons tous que la Renaissance est définie comme la période de l'émancipation où l'homme a décidé de s'émanciper, de se libérer de toute définition hors de lui, et donc de se venir lui-même. Et donc, il y avait tout un mouvement encouragé par la redécouverte de la philosophie grecque. Et donc, c'était un élan, bien sûr, dans un contexte de conflit politique, de pouvoir entre un empire et entre des villes citées, comme nous le savons en Italie. Et donc, pour faire court, la philosophie grecque, la philosophie des Lumières, considère ça comme une nouvelle étape pour la libération. Or, ça, lorsqu'on écoute les critiques de ce postulat, de cette prétention, on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une construction et ne pas d'une vérité scientifique, parce que pour la bonne et simple raison qu'il y a une espèce d'antinomie entre la philosophie ou bien les idées qui motivaient, qui constituaient le soubassement de l'époque de la Renaissance, et ce qu'on sait de la philosophie des Lumières et de l'humanisme moderne.
Donc, si vous permettez, je vais vous citer brièvement un passage d'un article très important d'un historien de l'art qui s'appelle Thomas Golsen et qui détecte de manière claire cette différence entre l'époque de la Renaissance, la philosophie de la Renaissance et la philosophie de lumière qui venait après. Donc, il nous dit l'humanisme de la Renaissance est un mythe, pas une histoire erronée, mais un récit fondateur des valeurs qui est un mythe qui repose sur un paradoxe historique, celui d'une conception totalement relativiste et culturelle de l'humain qui se transforme subrepticement au cours du siècle en une conception universaliste de l'histoire de l'homme, en une définition naturelle de l'humanité. Donc, on voit bien qu'il y avait des raccourcis, des constructions au cours de la route, mais celui qui était plus clair encore dans cette critique et qui a, à mon avis, dévoilé d'une manière très claire cette différence entre les deux philosophies, c'est le Werner Jaeger, le philosophe allemand, le philosophe des classiques. Son livre très connu, Paideia, l'éducation, il nous dit, en découvrant l'homme, les Grecs ne découvrent pas le subjectif, mais conçurent les lois universelles de la nature humaine. Leur principe intellectuel n'est pas l'individualisme, mais l'humanisme, pour employer ce mot dans son acceptation originale et classique. Donc, on voit clairement qu'il y a des déclarations, mais la réalité, c'est que il y avait aussi les critiques d'autres, bien sûr, de l'école romantique et bien d'autres, y compris les critiques de Rousseau et bien d'autres. On détecte déjà la grande différence, c'est que l'humanisme de Lumière, il plante ses racines dans une espèce d'individualisme, dans une subjectivité. Et ce choix n'était pas sans conséquences. Il a des grandes conséquences. Que résume, par exemple, Bâtiment dans son livre La fin de la modernité, où il nous dit qu'il apparaît que le sujet que l'on proposait de défendre contre la déshumanisation technique était lui-même précisément à la racine de cet éloignement de l'humanité, étant donné que la subjectivité qui ne se définit plus désormais que comme sujet de l'objet et pure fonction du monde de l'objectivité, étant ainsi irrésistiblement à devenir elle-même objet de manipulation. Donc, pour résumer, pour clarifier un peu ces propos, l'homme a été défini comme un être totalement indépendant, de la fameuse expression très connue chez les modernistes, et justement, ils l'ont citée à l'époque comme une expression ou une vérité philosophique qui vient directement de la Renaissance. Or, il se révèle après des études, selon plusieurs études historiques, que cette expression était totalement inconnue à l'époque de la Renaissance. L'homme est la mesure de toute chose. Donc, on voit que bon, c'est une expression qui se trouve ses racines plutôt chez les sophistes et qui n'était encore une fois, très peu connue à l'époque de la Renaissance. Et pourtant, on la voit partout, par exemple, dans les manuels scolaires, etc. Et donc, cette expression, cette règle, a légitimé plus ou moins cette subjectivité à l'extrême. L'homme est la mesure de chose, donc l'individualisme. Et encore une fois, cet individualisme
a eu cette conséquence que l'homme est devenu lui-même objet de manipulation. C'est ce qu'on va voir plus tard, peut-être avec mon ami Cortina, plus en détail, comment l'homme est devenu objet de recherche lui-même, alors qu'il était le sujet et qu'il était le maître de la situation. Paul Ricoeur, dans les temps des responsabilités, résume bien cette situation. Le fait nouveau est que l'homme est maintenant devenu dangereux pour lui-même en mettant en péril la vie qu'il le porte et la nature à l'abri de laquelle il découpe jadis l'enclos de cécité. Voilà, c'est de manière tout à fait résumée. J'espère que je n'ai pas trop schématisé, mais peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les discussions, dans l'échange. Mais on arrive à la situation actuelle il est tout à fait légitime de se poser la question que François, notre ami François, vient de poser. Donc, notamment parce qu'on a face à, malgré, pardon? Oui, je t'en prie, je vous en Malgré prie. la situation. D'accord. Donc, on voit cette situation et qui est il est préoccupante, bien entendu, donc de ces questions et la légitimité de toutes ces questions qu'on vient de passer, mais en parallèle de ça, on voit qu'il y a une continuation, un discours qui continue à être produit de manière très intense et de manière très médiatique, une force de frappe très importante qui essaie de cacher cette situation, plus ou moins de la mettre sous couvercle, comme on dit, et de ne pas voir cette vérité en face, que l'homme est devenu un danger, il est en danger, et ce danger, il vient de lui-même, de l'homme et de cette avancée scientifique que l'homme a, de toutes ses réalisations. Donc, la récolte qu'on est en train de prendre, c'est que l'humanité est mise en danger. Jean-Claude Becot, il résume de manière très bien cette situation de danger en disant que ces nouvelles mises en cause, donc lui, il parle carrément des mises en cause de l'humanité. Donc, ce n'est pas du tout une question de désaccord ou d'un danger passager et qui va toucher l'homme est menacé par une menace existentielle. Donc, il est menacé de la disparition pure et dure. Ces nouvelles mises en cause de l'humanisme ne sont pas exprimées comme jadis par des dictatures barbares ou des dictateurs barbares ou des despotes éliminés. Ils sont articulés par la science elle-même en ces nouveaux états. Donc la science est devenue un danger, non sans raison, bien sûr. Ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est que c'est un processus, c'est un parcours. Lorsqu'on a déclaré l'homme comme maître du monde sans partage, donc on a abouti, tout ça basé sur une subjectivité extrême. Voilà le résultat. Mais tout ça, et je termine là-dessus, tout ça, il y a beaucoup d'écrans de fumée, comme on dit, et des voiles qui cachent cette situation gravissime, C'est pour ça que Pierre Manière la pointe d'une manière très éloquente dans son livre Question à l'humanisme, en montrant ces contradictions. Jamais pourtant aura-t-on fait un si large usage des mots construits sur l'homme, humain, humanitaire, humanisme, droit de l'homme, etc. Il dit par suite, l'absence appelle-t-elle à la contrefaçon? Donc, il n'y a pas
il n'y a pas la question de l'homme ne se pose pas tel qu'il devrait être posé. Et donc on fait de bruit, on parle au discours, on fait des discours pour cacher la situation telle qu'il est. Donc les mots se multiplient à défaut de la chose, et puis il résume avec une phrase extraordinaire en disant « L'homme se valorise à mesure qu'il déchoit. » L'homme se valorise à mesure qu'il déchoit. Donc, c'est une situation qui est cachée, encore une fois, par un discours et par la production d'un discours purement idéologique. D'où, pour conclure, la question, la réelle question qu'on est en train de poser, c'est de rechercher un fondement. Un fondement. Rémi Brague, il a paraphrasé Schopenhauer, qui parlait de la morale en disant il est facile de prêcher la morale, il est difficile de la fonder. Rémi Brague, il a paraphrasé cette expression en disant il est facile de prêcher l'humanisme, il est difficile de la fonder. Donc je termine là-dessus, mon cher François. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rahmani, pour cette intervention qui nous indique en filigrane le parcours de cette conception de l'homme qui, comme vous l'avez dit, progressivement, en partant d'une individualisation à l'extrême de l'homme, on arrive finalement à l'objectiver, à faire de lui un objet comme d'autres, pourrait-on presque dire, et donc arriver à ce stade d'objectivisation, de réification de l'humain. Tout est permis, évidemment, tout est permis. Et tout ceci, très certainement, donc comme vous l'avez indiqué, c'est fait en filigrane, d'une manière peu claire ou peu évidente, et toujours avec ce qu'on pourrait appeler de bonnes intentions. Donc l'intention, évidemment, de valoriser l'humain, mais dans un grand paradoxe, cette valorisation de l'humain amène en fait une objectivisation, une réification qui est sans doute une des causes fondamentales et profondes du mal dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors nous avons un peu parlé du passé et de certains aspects de la conception de l'homme dans la modernité depuis la Renaissance. Mais nous allons maintenant un peu nous projeter vers l'avenir, et je me tourne alors vers Monsieur Cortina. En fait, depuis quelques décennies, un peu plus, je pense, mais de manière plus active et plus intense ces dernières années, un projet pour l'humanité a vu le jour, le post-humanisme ou le transhumanisme. Je sais que vous travaillez beaucoup sur cette question, donc, et que de votre côté, vous promouvez un humanisme avancé pour la société biotechnologique du XXIe siècle actuel. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce projet, sur cette conception que l'on pourrait qualifier d'anthropologique, et en quoi diffère-t-elle de celle proposée par le transhumanisme ou est le posthumanisme? Muy buenas noches. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et l'Association de musulmans européens pour la participation et la spiritualité. Je tiens à remercier son président, M. Sulaiman Al-Sawab, et je tiens à remercier également le modérateur qui est en train de nous proposer des questions vraiment très intéressantes, M. François Clarenval. Je tiens à saluer également mon collègue de débat, M. Ahmed Rahmani, parce qu'il a déjà présenté très bien cette introduction. Et là, je voudrais donc prendre note de ce qu'il a présenté pour reprendre deux concepts, celui de l'émancipation. Il a parlé de la modernité, de toute cette histoire qui nous a très bien tracée. En fait, c'est une lutte pour la libération de l'être humain, la libération de Dieu, la libération des structures sociales, des mouvements sociaux du XXIe siècle. Et maintenant,
avec le transhumanisme, l'on va parler de la libération de la condition humaine elle-même, de la condition biologique naturelle humaine. Et donc, partir de ce concept qui a évolué au niveau historique en Occident, le fait d'un être humain qui veut s'émanciper, se libérer, notamment de la transcendance, de la vision externe, extérieure, telle que mon collègue Ahmed Rahmani a très bien présenté, et de la vision séculaire qui s'est produite en Occident. Et je pense que cela est très important pour ceux dont on va parler par la suite. Donc, le fait de se déconnecter des dimensions spirituelles dans la conception de l'être humain afin de le limiter à cet objet, cet élément réductionniste, fragmenté, qui peut être manipulé, qui peut faire l'objet aussi d'amélioration, de hybridation même avec la machine et avec l'intelligence artificielle. Et c'est sur cela que porte le transhumanisme. Le mouvement transhumaniste est la conséquence de cette obsession de la part de l'Occident, de cette vision humaniste, réductionniste de l'homme nouveau, de l'être humain nouveau. On est en train de lutter constamment en Occident pour le fait d'établir ce qu'est un homme nouveau. Voilà, un homme qui renaît et qui va renaître dans ce siècle, dans cette civilisation, un homme indépendant, émancipé de toute autre chose. Donc, de ce véritable mythe du XXe siècle, on arrive dans le XXIe siècle avec une nouvelle utopie, une utopie qui consiste à la libération de la propre nature humaine, de la mortalité, de la maladie, de notre handicap, c'est-à-dire la technique et la science vont nous sauver de toutes ces limites, de toutes ces frontières fixées par notre propre corps, disons le fait que nous sommes dans un corps biologique humain. Le transhumanisme et le post-humanisme nous proposent le fait de pourquoi pas, maintenant que cette science et la technologie ont arrivé à des niveaux aussi élevés au niveau des avancées et des améliorations dans beaucoup d'aspects, c'est quelque chose que l'on ne peut pas nier dans les aspects médicaux, etc. Mais comme disait auparavant M. Ahmed Rahmani, ceci commence à devenir peut-être un danger, un péril pour l'être humain lui-même et pour l'espèce aussi. Et dans quel sens? Eh bien, cette nouvelle idéologie du transhumanisme, ce propos de faire qu'il y ait une nouvelle utopie de libération pour l'être humain dans le XXIe siècle, est basé sur des aspects liés à la morale, c'est-à-dire on doit s'améliorer en tant qu'être humain au niveau physique, au niveau cognitif, en appliquant sur notre propre corps et nos esprits les technologies disponibles, les technologies exponentielles, la nanorobotique, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, etc. Et appliquer ces technologies-là à l'être humain afin de l'améliorer, disons. Qu'est-ce que veut dire améliorer? Ça, c'est une définition que l'on devrait voir plus en détail. Je pense que par la suite, on analysera cela plus en détail. Évidemment, selon la conception anthropologique que je défends, l'être humain est un projet ouvert. On ne peut pas dire que nous sommes arrivés à être à l'arrêt, disons, dans l'évolution biologique et culturelle de l'être humain. L'être humain est arrivé jusque-là parce que nous avons cette confluence d'une évolution dans notre propre nature, dans les aspects biologiques et dans notre contextualisation à niveau culturel, à niveau social et j'ajouterais même à niveau de la dimension spirituelle parce qu'effectivement la modernité vise à couper de racines cette spiritualité pour ce nouveau homme. Le transhumanisme est aussi un nouveau matérialisme. C'est une vision réductionniste, comme j'ai déjà dit, de l'être humain. En quelque sorte, il ne comprend pas bien que l'essence de l'être humain, du
moi, selon mon point de vue, mon anthropologie à moi, je pense que l'essence de l'être humain, c'est la liberté. Cette liberté qui lui donne une certaine dignité, et cette liberté est transformée en désir. Si moi, je désire de transformer la morphologie de mon corps ou de ma tête, de mon esprit, pourquoi je ne vais pas pouvoir le faire si les technologies disponibles me permettent de le faire? Ceci relie un petit peu, rebondit sur l'idée de dire que bon, j'ai le droit de choisir, j'ai le droit de choisir n'importe quelle voie dans cette émancipation, dans cette libération dont on parlait de la condition biologique humaine, pour ouvrir de nouvelles voies, pour ouvrir de nouvelles frontières que jusqu'à la date semblaient intouchables, disons, impossibles en quelque sorte, donc de croiser. Mais le transhumanisme nous propose de croiser, d'aller au-delà de ces frontières. Donc, c'est l'homme nouveau, l'homme du XXIe siècle qui pense comme dans l'ancienne tour de Babel. Il croit que nous sommes en train de construire une civilisation scientifique et technologique qui est tout à fait puissante et tout à fait capable d'arriver à créer cet homme nouveau que les religions n'ont pas arrivé à créer. Mais en fait, en définitive, ce transhumanisme et cette sécularisation est en train de devenir une nouvelle religion aussi à son tour. Et ça, on peut le voir plutôt par la suite, si vous le souhaitez, parce qu'en fait, la volonté d'améliorer le projet humain, finalement, ce qu'il propose, c'est une certaine transcendance, de sortir de soi-même et en quelque sorte aussi sur l'immortalité. En fait, l'immortalité que veut éviter, donc la mortalité qu'il veut éviter à travers la technologie, en fait, dans les traditions religieuses, c'est quelque chose aussi qui est présent. Donc, c'est l'idée pour la vie éternelle, pour la vision transcendantale de l'homme, au-delà de ce qui est matériel, au-delà de ce qui est biologique. Mais là, ce qu'ils font, c'est remplacer cela en quelque sorte par la science et la technologie. Voici le grand problème que nous sommes en train de rencontrer dans leur définition. Donc, qu'est-ce que je propose? En fait, effectivement, je pense que cette voie transhumaniste peut nous amener à la destruction même de l'être humain. Cette hybridation avec l'intelligence artificielle, le fait d'améliorer l'être humain à travers la modification génétique est en train de poser des sujets, des questions bioéthiques, biotechniques très importantes. Et en fait, dans cette dictature relativiste où nous ne savons pas exactement quelle est la limite éthique de ce que nous pouvons faire, de ce que malgré que l'on puisse le faire au niveau scientifique et technologique, peut-être il ne convient pas de le faire, donc nous devons nous auto-régler pour ne pas dépasser ces limites, mais si l'on brise ces limites éthiques, bon là, il y aurait des problèmes. Et il y a des problèmes parce que toutes les améliorations technologiques pour les personnes handicapées, par exemple, une personne qui a eu un accident et qui doit avoir une jambe bionique, par exemple, une personne avec Alzheimer et qui, en quelque sorte, à l'avenir, l'on va pouvoir résoudre peut-être cette maladie avec des neurones artificiels, peut-être. Tout cela, c'est très bien. La robotique et l'automatisation aussi, si nous tenons compte de tout le problème social, des postes de travail, etc. Mais le problème du transhumanisme, c'est qu'il va au-delà, notamment le post-humanisme aussi, parce qu'ils disent non, 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 mais en fait, nous, on doit laisser d'être des êtres humains, on doit éliminer cette voie humaniste qui s'est approfondie dans la condition de la dignité et de la liberté humaine, et nous devons évoluer vers une autre espèce, vers quelque chose de tout à fait différent, que eux-mêmes ne savent pas définir très bien non plus. Selon la vision de l'humanisme avancé, c'est donc un essai de pouvoir faire face à cette vision anthropologique que je trouve qu'en quelque sorte est en train de s'imbiber dans nos sociétés, dans la société occidentale, et qui amène à une vision très dangereuse de l'être humain, de la science et de la technologie aussi. À partir de l'humanisme avancé, en fait, l'idée, c'est de comprendre l'être humain dans son concept, dans toutes ses dimensions, y compris la dimension spirituelle, c'est-à-dire ce que l'on avait abandonné dans le passé. Donc, l'idée, c'est de
concentrer dans l'être humain dans sa totalité, non seulement sur la rationalité de l'être humain, sur la vision du cerveau, disons, ce que prétendent d'émuler dans le transhumanisme, avec l'intelligence artificielle, les robots, etc. Mais nous voulons nous concentrer sur la connexion entre l'esprit et le cœur dans le terme de l'humanisme avancé. Je pense que c'est un sujet intéressant. On en a déjà parlé avant. C'est là où se trouve notre conscience, notre spiritualité, c'est le cœur. C'est cette vision de l'intérieur de l'être humain, c'est notre cœur. Et donc, l'idée, c'est de développer une vision de l'homme uniquement selon l'esprit ou la raison peut nous amener à des sociétés monstrueuses, c'est-à-dire le léviathan, donc en fait le totalitarisme. Donc c'est pour cela que je voulais parler du cœur. Bon, je vais en rester là pour continuer par la suite à approfondir sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cortina, pour ces éclaircissements concernant la conception transhumaniste et de l'avoir mis en lien avec comment dirais-je, la revivification en quelque sorte d'une conception humaine qui serait globale, donc une vision holistique de l'être humain qui intégrerait sa relation à la transcendance. Merci beaucoup pour ce rappel. Je voudrais qu'on reste encore un tout petit instant sur la question du transhumanisme. Et là, je me tourne vers M. Rahmani parce que, M. Cortina, vous avez évoqué quelque chose qui me semble intéressant de creuser. Les tenants de cette conception, finalement, répondent à leur manière à la question qui fait l'objet de notre rencontre. Quel humain voulons-nous pour demain ? Comme vous l'avez laissé entendre, on peut dire en quelque sorte que ce désir de dépassement de la nature humaine, dans le fond, ce désir est assez naturel chez l'homme. Si l'on se réfère à certains mythes, à certaines légendes, on voit des récits qui traduisent ce désir de la sortie, en quelque sorte, de la sortie de l'être humain. N'y a-t-il pas finalement au cœur de la nature humaine le besoin permanent d'un élan vers quelque chose qui le dépasse et auquel le transhumanisme apporte sa réponse? On pourrait dire une réponse dévoyée. Mais donc, est-ce que sortir de l'homme actuel, de l'homme tout simplement, pour créer un nouvel homme, est-ce que c'est la réponse à cette aspiration profonde de l'homme à s'élancer vers ce qui le dépasse? Donc, c'est un peu la question que je pose à M. Rahmani. Est-ce que c'est la réponse si l'on tient compte que ce désir de dépassement est très certainement inhérent à la nature humaine? Votre micro, M. Rahmani. Donc, je disais certainement l'homme, être humain, de par sa nature, c'est un être d'abord distingué, comme nous le savons, doté de beaucoup de facultés que les êtres créatures n'ont pas. Donc, cette soif de savoir, cette curiosité, je dirais, naturelle, cette volonté d'apprendre et de découvrir, d'explorer et de maîtriser aussi, ça fait partie de sa nature. C'est un élément, on va dire, constituant de l'humain. Et donc, naturellement, parmi ses ambitions, c'est de se connaître soi-même, de connaître son être, de découvrir, de faire en quelque sorte un voyage intérieur. Donc, nous savons qu'à travers l'histoire, l'homme a fait d'énormes progrès dans la compréhension de son corps, de la biologie, de ses constituants, même sur le plan cognitif aussi, nous connaissons tous les dernières avancées. Donc, ça avance et la connaissance de l'homme avance d'une manière continue à travers des siècles et des siècles. Or, il se trouve que cet homme arrive forcément dans ce voyage, dans cette volonté de découvrir et d'améliorer la connaissance. Il arrive
il arrivera forcément à une zone inaccessible, insondable, qui, de par ses facultés qui sont en sa possession, il n'arrivera pas à la dépasser et à la comprendre. Il reste un mystère. À ce moment-là, l'homme s'est retrouvé devant deux choix. Soit il comprend que sa nature une partie de sa nature est restée un mystère et restera un mystère. Et donc, à partir de là, il va construire une relation, je dirais, saine avec cette vérité, essayer de la transformer au moyen de transcendance. Là, je vais citer Pascal dans une très belle expression qui dit, très connue d'ailleurs, l'homme dépasse infiniment l'homme. Ce qui veut dire que lorsque l'homme découvre sa dimension spirituelle, qui n'est ni mesurable, ni quantifiable, ni assimilable, et donc lorsqu'il l'accepte en tant que tel, eh bien cette dimension insondable, encore une fois, devient un moyen de transcendance pour lui. Mais l'autre choix, c'est que l'homme se rebelle et n'accepte pas. Il dit, moi, je dois décortiquer tout, je dois décoder tout, je dois connaître tous les composants de mon être. Et là, ça devient un esprit prométhéen, comme on dit. Il commence à s'aventurer dans des connaissances hasardeuses. Ils le seront toujours, ils seront hasardeuses, bien que, quel que soit le degré de la technicité, de la maîtrise à laquelle on peut arriver, du moment que cette dimension il est insondable, inaccessible, c'est un degré définitif, c'est une situation définitive. Lorsque ne pas la reconnaître ne changera rien. Donc, par contre, lorsqu'on s'aventure, on arrive à ce qu'on constate actuellement, le projet de Google, par exemple, l'homme augmenté, toutes ces fortunes, cet argent qui est dépensé pour essayer de faire vivre l'homme 8 siècles, par exemple. Et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'homme n'arrive pas à dépasser la limite de la vie qui est naturelle, qui lui est donnée, le temps qu'il lui est donné de passer. Ça fait partie de ce que je viens de dire tout à l'heure lors de la première réponse. C'est l'homme devient son propre ennemi. Donc, il devient, lorsqu'il est cet état d'esprit, cette volonté débridée, donc il devient une véritable aventure avec les conséquences que nous connaissons et que nous constatons actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Rahmani, pour ces éléments de réponse qui, évidemment, nous amènent quelque part au cœur d'un questionnement qui a été délaissé, abandonné par la modernité, c'est-à-dire la question de ce qu'on pourrait appeler l'essence de l'homme, finalement, qu'est-ce qui fonde l'humain, et ce point, en quelque sorte, au-delà duquel la raison rationaliste, la raison raisonnante, au-delà de ce point, la raison peine ou tout simplement ne peut avancer. Elle doit, en quelque sorte, faire un saut cognitif et faire confiance à une altérité, à une autre manière de s'approcher de la connaissance.
Donc, c'est ici tout un questionnement, évidemment, qui s'ouvre, qui nous ramène à la question de la transcendance, qui nous ramène à la question des spiritualités. Monsieur Cortina, sur ces questions-là, donc on voit que finalement, dans la crise actuelle, on a deux grands types de réponses. On va avoir soit la proposition d'un dépassement de l'humanité, c'est la proposition transhumaniste, ou le réformisme, les corrections, les aménagements, donc une solution qui propose une sortie de la crise actuelle, de la situation actuelle, et une autre solution qui propose de modifier les choses de l'intérieur du paradigme actuel. C'est la voie politique, c'est la voie législative, technique. Dans votre réflexion, Monsieur Cortina, je fais le lien évidemment ici avec les propos de Monsieur Rahmani, la spiritualité, la dimension transcendante de l'être est au cœur de vos propositions, au cœur de vos préoccupations. Est-ce que la spiritualité ne pourrait pas être, selon vous, une troisième voie, une voie à envisager dans le contexte actuel? Et au-delà de la spiritualité, quel rôle finalement pourraient peut-être jouer les différentes traditions spirituelles dans la reformulation, la revivification d'une anthropologie qui, elle, serait conforme à la nature véritable de l'être humain? Donc, est-ce que la spiritualité ne serait pas une troisième voie qui permettrait de sortir de certains antagonismes, de réunifier l'humain? Pues efectivamente, no sé si es la tercera vía o Oui, es effectivement, je ne sais pas si c'est la troisième voie ou bien si c'est la voie essentielle en majuscule. Je pense que peut-être nous devrions nous concentrer et concentrer notre attention sur le fait de voir comment est-ce que les deux autres voies que vous avez présentées, en fait, ne nous amènent qu'à l'échec. Et donc, le fait de dépassement de l'humanité et aussi le fait de faire une reformulation, une révision, etc. Mais ceci ne fait que retarder un petit peu l'attitude que nous avons eue dans notre civilisation par rapport à cette anthropologie inadéquate. Donc, je pense que l'essentiel pour répondre à cette question, c'est plutôt de dire qu'effectivement, l'être humain a cette aspiration de se dépasser, d'arriver à ce qui est parfait, non pas au niveau matériel, mais au niveau de la transcendance. Et le fait de améliorer le projet humain va au-delà de ce que la science et la technologie et la société actuelle matérialiste peut nous proposer. En fait, nous ne sommes pas heureux de cette manière-là, donc on devrait parler du bien-être. Le bien-être n'est pas le fait d'être heureux, ça ne nous amène pas au bonheur, et donc nous devons comprendre qu'en fait nous ne sommes plus face à une vision athée de la situation comme proposait le début de la modernité ou de la sécularisation, mais selon mon point de vue, cette sécularisation elle-même, comme je dis auparavant, est en train de devenir presque la religion officielle de l'Occident, disons. La religion séculaire est en train d'offrir à l'être humain, c'est une religion de l'homme, la religion où l'on n'a pas un être suprême qui est créateur, qui est donc au-dessus, mais c'est nous qui devenons nous-mêmes des dieux en quelque sorte. C'est cette vision de dire que en fait c'est l'homo deus, donc l'homme, la religion de l'homme, la religion séculaire envahit tout. C'est une religion politique. Ce n'est plus une religion basée sur la foi, mais c'est une religion basée sur la raison, qui vise, qui veut arriver à l'immortalité. C'est là où l'on relie tout cela avec les utopies du transhumanisme qui nous propose l'immortalité cybernétique, ou en fait donc des propositions qui, pour l'instant, sont utopiques, de pouvoir transmigrer notre esprit vers un autre support pour devenir immortel, de construire une intelligence et voire même, ils disent, une conscience artificielle universelle, cosmique, etc. Donc, ceci a des liens non seulement idéologiques, mais aussi d'une certaine pseudo-spiritualité technologique qui, en quelque sorte, est en train de nous proposer cette nouvelle religion séculaire qui, en fait, nous
parle sur comment organiser l'avenir, mais non pas comment vivre pour la vie éternelle, un petit peu. C'est la vision des vies spirituelles, c'est comment vivre sur la terre pour avoir par la suite la vie éternelle, le paradis, le ciel, etc. Mais eux, par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut organiser l'avenir. Et donc, regardez ici, il y a une proposition, un propos qui est plutôt entre guillemets spirituel parce qu'ils ont découvert que l'être humain, avec une vision idéologique athée ou agnostique, ne peut pas, n'arrive pas à satisfaire ce besoin qu'il a en tant qu'être spirituel, en tant que personne qui a une dimension essentielle. Et donc, dans cette scatologie, parce qu'il y a une certaine scatologie, l'avenir doit se faire sur le terrain. Donc, il faut faire le paradis sur la terre et l'on va oublier la vie éternelle, l'au-delà et la transcendance. Et donc, effectivement, quand on se dit quel être humain et quelle anthropologie l'on doit analyser, plutôt que de voir la dichotomie qui a été proposée par le modérateur, donc on analyserait plutôt l'anthropologie basée sur la vision séculaire du fait que l'homme a été déjà érigé en tant que Dieu, et donc le pouvoir de la connaissance et de ses connaissances est celui qui va créer la civilisation. Ce n'est plus la tradition religieuse ou culturelle, c'est le pouvoir de la connaissance, du savoir, et en quelque sorte, ceci est abordé face à l'un des dilemmes le plus importants de l'être humain, à savoir la mort, en disant, bon, on peut avoir l'immortalité cybernétique dans le au-delà du cyberespace, et donc la vie éternelle. Donc là, il s'avère essentiel de resituer le débat dans ces termes, parce qu'au niveau académique, ou dans les forums habituels, l'on essaye d'éviter le débat sur la religion et la spiritualité, et donc je pense que nous n'arrivons pas au vif du sujet. On parle d'avancées scientifiques, de la vision humaine, de la vision humaniste, mais l'essence de l'anthropologie que nous voulons construire en tant que l'anthropologie adéquate, nous devons comprendre quelles sont les cosmovisions qui sont face à nous, dans nos interlocuteurs. Et donc, est-ce que l'on est en train de défendre la spiritualité ou la pseudo-spiritualité technologique? Est-ce que l'intelligence artificielle va être son Dieu? Ou plutôt, nous sommes dans une vision traditionnelle de la spiritualité dans nos religions? Donc, il y a l'idée du créateur, l'idée du fait que nous sommes des créatures, des êtres de Dieu, que nous sommes faits à son image, et donc qu'il existe une certaine dignité et une liberté dans l'être humain qui est intrinsèque, qu'il existe une loi naturelle, c'est-à-dire tout cela, il faut le récupérer selon mon point de vue. Les traditions spirituelles aussi qui ont bu de ces sources, donc elles ont le grand défi de récupérer à nouveau cette vision, d'expliquer aux générations à l'avenir cela et de débattre dans des forums même scientifiques et philosophiques, parce qu'en fait, dans ce carrefour entre la science, la philosophie, la pensée et la théologie ou la spiritualité, je pense que là, nous pouvons arriver à connaître mieux quelle est l'anthropologie qui nous convient le plus. Évidemment, comme disait le modérateur, les traditions spirituelles, le dialogue entre ces religions et ces traditions spirituelles et aussi avec cette religion séculaire vont nous rapprocher de cette anthropologie adéquate pour la personne, pour l'être humain que nous voulons. Donc, c'est une société qui, effectivement, va être cybernétique et biotechnologique. Merci beaucoup, Monsieur Cortina. Le temps, voilà, on passerait des heures et des heures à vous écouter. Donc, c'est un plaisir immense. Nous vous remercions, Monsieur Cortina, Monsieur Rahmani. Le temps passe et nous aimerions évidemment faire participer les invités à ce grand débat. Donc, je vais me tourner maintenant vers nos participants.
sachant que vous avez, M. Cortina et M. Rahmani, déjà en partie amorcé la dernière question que du coup je ne vous poserai pas, c'est-à-dire quelles sont les voies d'espérance dans cette situation actuelle concernant l'homme. On a évoqué évidemment la question du recours à la spiritualité qu'il faudrait, peut-être aurons-nous l'occasion dans le temps qui nous reste, essayer de définir, parce que souvent la spiritualité, elle n'est pas convoquée dans les débats, on va dire, intellectuels, parce que ses contours sont souvent peu précis. Donc peut-être faudra-t-il aussi un tout petit peu nous arrêter sur cette question de la définition de la spiritualité. Donc ça, c'est un point que peut-être nous aurons l'occasion de voir maintenant. Et puis, vous avez évoqué, Monsieur Cortina, la question d'une anthropologie qui soit adéquate à la nature humaine. Donc, on a des voies de réflexion qui sont là, qui s'offrent à nous. Évidemment, on n'aura pas l'occasion de les explorer, c'est un peu court, mais je souhaiterais donc maintenant donner la parole aux participants. Alors, nous avons reçu déjà quelques questions. Je vais donc me faire le porte-voix, en tout cas des questions en français. Et puis, il y a des questions qui ont été formulées en espagnol. Et alors, je pense que nous les transmettons au traducteur qui prendra le temps de les traduire dans les différentes langues. La première question, donc, je vous la lis. Donc, bonsoir. Comment réfléchir au devenir de l'homme sans refuser le développement de la science et le progrès pour l'homme qu'elle sous-entend? Quels seront les critères qui pourront nous aider à discerner la science moderne, bénéfique à l'homme, de la science moderne néfaste pour l'homme? Donc, vous avez pris note. Donc, l'idée ici, c'est évidemment, on n'est pas dans une position ou une posture de condamnation de la science. La question, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'il y a moyen de définir des critères qui pourraient permettre de discerner une science qui serait dangereuse pour l'homme, d'une science qui serait bénéfique à l'homme? Première question. J'en ai une autre que je vais vous poser, et puis déjà on pourra peut-être répondre à ces premières questions. Une question qui est adressée à Monsieur Rahmani. Pour fonder l'humanité, est-ce que vous pensez qu'il faudra passer d'abord par l'indignation, tel qu'un concept donc, qui a été développé par l'humaniste Stéphane Hessel, ou bien y a-t-il d'autres voies? Premier critère de base serait la technologie qui est en faveur ou au service de l'être humain et non pas celle qui dit que l'être humain va être esclavisé, va devenir un esclave ou va être aliéné par cette technologie. C'est le premier critère. C'est un critère qui n'est pas facile à détecter, mais je pense qu'en quelque sorte, c'est un critère clair. Donc, cette technologie qui favorise l'inégalité ou le contrôle sur l'être humain, donc, c'est-à-dire toute la technologie qui va à l'encontre de la liberté, de la dignité intrinsèque de l'être humain. Donc, c'est celle qui constitue un biopouvoir, un pouvoir qui veut tout contrôler la vie en quelque sorte. C'est le fait de manipuler la vie pour, non pas pour bénéficier ou pour être bénéfique pour les personnes, tel qu'il serait le cas d'une technologie, dans le cas de la médecine, par exemple, une technologie de réparation, il y a des technologies très bonnes qui sont en train d'être créées pour les personnes avec des handicaps intellectuels ou physiques, les prothèses intelligentes, etc. Tout cela est merveilleux, tout ce qui nous rend le travail plus facile, tout ce qui nous permet d'élargir nos capacités, nos connaissances, notre vision du monde, c'est fantastique, mais j'insiste, la technologie qui se trouve sous le biopouvoir
de contrôle. Donc, je pense que l'un des aspects clés, c'est l'intention. La technologie est ambivalente. Cela dépend de qui va utiliser la technologie. On peut la faire servir pour le bien ou pour le mal aussi. Donc, c'est un terme classique, mais je pense que c'est intéressant de le dire. Et donc, je pense que comme réponse rapide, on pourrait dire qu'il faudrait se concentrer sur l'attitude, l'intention et de voir si cela est aligné avec un pouvoir qui vise à être le pouvoir de contrôle. Merci beaucoup, monsieur Cortina. Donc, pour ces quelques critères qui permettraient de donner donc des axes de réflexion concernant cette thématique. Monsieur Rahmani, donc sur la question précédente, donc pour fonder l'humanité, est-ce que vous pensez qu'il faudrait passer d'abord par ce concept qui est l'indignation, telle qu'elle a été désignée par l'humaniste Stéphane Hessel, ou bien y a-t-il d'autres voies pour fonder l'humanité, refonder l'humanité? Non, à l'évidence, l'indignation, la dénonciation, c'est un acte, on va dire, théorique, intellectuel, nécessaire, mais il n'est pas suffisant, bien sûr. Prôner une nouvelle humanité, bien sûr, il commence par un travail intellectuel de déconstruction, une critique radicale, pas dans le sens de l'extrémisme, mais une radicale qui va dans les racines, qui voit qui découvre et qui met en exergue les racines du mal de la situation actuelle. Et puis, l'étape logiquement qui va suivre, c'est de commencer de récupérer sa liberté inaugurale qui permet à l'individu de commencer le travail de son émancipation. Ce travail qui est bien sûr de longue haleine et qui doit être individuel et collectif, avec des gens avec qui il partage les convictions et la volonté de changement. Donc, c'est sur le plan de l'agir social, changer des habitudes, créer de nouveaux réseaux, créer de nouvelles amitiés. Bref, faire un travail qui va le mener, en fin de compte, à sortir de la joug et de l'emprise de cette idéologie qui le maintient dans un état de dépendance et de soumission et qui lui vend une fausse liberté, qui lui vend une fausse émancipation, qui lui présente un mode de vie qui est en apparence quelque chose qui le met en valeur, alors que la réalité, lorsque il va vivre cette vie, l'humanité, bien sûr, il est en train de vivre cette vie, il est en train de regarder, de vivre dans sa chair, il est touché dans sa chair, bien sûr, de cette entreprise qui, en vérité, dévalorise l'homme de plusieurs manières. Merci, monsieur Rahmani. Je retiens cette notion de liberté inaugurale que l'homme doit reconquérir, qui est bien au-delà de cette liberté au sens politique du terme, qui est vraiment, et ça je renvoie à ce dont monsieur Cortina parlait tout à l'heure, évoquant le fait que l'essence, à ses yeux, de l'être humain, c'est la liberté, cette liberté inaugurale, fondamentale, qu'il est nécessaire de reconquérir. Alors, je continue avec d'autres questions, si vous le permettez. Une question qui était posée en espagnol, donc qui a été traduite. Pour l'être humain occidental, la morale et la liberté sont deux concepts relatifs, car cela dépend de la base sur laquelle nous partons.
cela se comprend d'une manière ou d'une autre, et chacun a ses convictions basées sur des croyances différentes. Donc ici, on parle du relativisme que la modernité donne à la notion de liberté et de morale. Ma question, donc, est de savoir sur quelle base commune pouvons-nous commencer? Faut-il au moins une conception de base entre les différents protagonistes pour commencer à construire? Donc, dans un contexte où la modernité, on va dire, relativise, hein, on est dans un contexte global de relativisme, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, donc relativisation de la vérité, relativisation de certains concepts. Comment pouvoir s'unifier sur la base de concepts qui soient suffisamment partagés et suffisamment forts? Première question. Alors, toujours une question traduite de l'espagnol. Pourriez-vous développer un peu plus l'idée concernant le concept de liberté que nous pouvons utiliser pour défendre le respect du choix de chacun, dans une voie où le respect de chaque individualité pourrait être défendu? Vers quelles sources pouvons-nous tourner pour approfondir cette idée? Il y a ici, semble-t-il, en filigrane aussi la question de l'individualité, de l'individualisme. Donc, il y a des distinctions à faire sur la question de la liberté et l'individualisme. Est-ce que nous pouvons déjà peut-être partir sur ces deux questions? C'est possible, Monsieur Cortina, je vous laisse prendre la parole. Bien, intento responder a las dos. Oui, je vais essayer de répondre aux deux questions de manière très rapide, d'accord? D'accord. Donc, pour ce qui est de la morale et la liberté, effectivement, nous sommes face à cette dictature du relativisme où l'on ne nous permet pas de construire une base claire avec un dénominateur commun entre les différentes convictions, les différentes croyances qui existent dans la planète. Donc, maintenant, dans cette globalisation, les équipes techniques et scientifiques qui sont créées pour résoudre des aspects sanitaires ou des aspects de santé comme la pandémie ou pour les législations en faveur de la vie ou les sujets législatifs compliqués comme l'euthanasie, donc le clonage, le sujet lié à la manipulation génétique, donc les convictions et la vision de tout un chacun dans ce cadre commun d'une équipe multidisciplinaire. Donc, il faut voir comment est-ce que l'on va faire ressortir ou faire valoir celle qui nous semble la meilleure. Jusqu'à la date, dans l'humanisme le plus classique, nous avions une connexion avec la loi naturelle, cette loi que nous avons, cette connexion que nous avons coupée définitivement en Occident. Nous ne sommes plus capables, dans notre propre cœur, dans notre propre conscience, de découvrir ces lois fondamentales, ce qui était dénommé par le droit naturel, la loi naturelle, qui provient de cette connexion, de ce lien transcendant dont on parlait, de l'ordre cosmique, d'un ordre qui en fait est objectif, qui n'est pas relatif, qui existe, qui est réel. Et donc nous avons brisé ces racines et nous nous sommes trouvés face à ce mare magnum relativiste où en fait nous allons avoir des difficultés pour établir une éthique qui est utilitariste. Donc tout est rempli de principes éthiques. En médecine, dans les entreprises, on parle de bioéthique, technoéthique, mais finalement, c'est comme le fait de vouloir donc justifier ce que nous avons déjà développé. Donc, il n'existe pas une éthique de l'anticipation, de s'anticiper, de voir ce qui ne nous convient pas. Donc, ma proposition serait donc d'essayer de reconnecter cette morale, cette éthique, l'éthique des vertus avec une loi naturelle. Et cela me permet aussi de répondre un petit peu à la deuxième question qui avait été posée, c'est-à-dire, bon, mon désir devient une loi. Et donc, ça, c'est un problème que nous avons. J'ai le droit de décider. Donc, sur mon propre corps, il y a une certaine liberté morphologique que disent les transhumanistes où je peux décider individuellement si je veux m'hybrider pour devenir un cyborg
ou si je veux changer de genre ou de sexe. C'est un petit peu la vision de l'idéologie de genre, et voire même d'espèces, disons. Il y a tout un courant ici à Barcelone et en Espagne, par exemple. Il y a certaines sociétés qui parlent de la société transespèce. Donc, pourquoi ne pas briser, dépasser les barrières des espèces? Si je ne me sens pas humain, mais je sens que je suis un poisson ou je suis un extraterrestre, pourquoi? Quelle loi morale, quelle loi du Parlement m'empêche donc de transformer mon corps technologiquement en, en ce que je désire. Donc c'est là la vision de mon désir devient la loi. Moi, je fais avec mon corps, avec mon esprit, ce que la technologie et la médecine me permettent de faire. Et là, j'ai le droit d'être respecté. Donc là, nous voyons que les choses deviennent compliquées à cet égard. Merci beaucoup, Monsieur Cortina, pour cet éclairage. Monsieur Ahmed Rahmani, sur ces deux questions, un complément ou... Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Notre ami Cortina, il a évoqué la question de la conscience, ce qui est très important. Parce que face à ce qui est proposé, ce qui est l'idéologie qui essaie de mener l'homme dans ses itinéraires, dont les conséquences sont incalculables, la perte de l'humanité sont évidentes. Donc, c'est des vraies aventures. Le rôle de la conscience, il est primordial, il est décisif. Le philosophe Mohamed Iqbal, il a parlé de cette haute conscience, et il a parlé carrément de sa reconstruction, une reconstruction de la conscience, parce que seul l'homme, lorsqu'il rentre dans cette entreprise de reconstruction, il va forcément entrer dans un projet de résistance, quels que soient les projets qui vont essayer de contrer ces desseins, je dirais, apocalyptiques, s'ils ne sont pas basés sur un éveil de l'homme, et c'est un changement, comme a dit notre ami Cortina, un changement sur le plan anthropologique qui participe à donner à l'homme cette force. Parce qu'aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a un énorme déséquilibre de force entre ceux qui prennent cette idéologie et ceux qui essaient qui sont en train de la subir. Et le rapport de force, il est fortement déséquilibré. Donc, seule une reconquête de la conscience, de la liberté, encore une fois inaugurale, pourra entamer cette entreprise, cette grande entreprise de changement de la donne. Merci beaucoup, Monsieur Rahmani. Je reviens alors vers vous avec d'autres questions, parce que je constate sur le chat que vraiment ce débat suscite beaucoup de questionnements et beaucoup de questions extrêmement intéressantes. Toujours une question traduite de l'espagnol. Je vais vous lire les questions qui sont arrivées là maintenant. Éventuellement, vous pourrez choisir celles qui vous semblent les plus appropriées. Donc, alors une question qui était directement adressée à M. Cortina. Pour vous, l'éthique scientifique et technologique est avant tout nécessaire pour les scientifiques, ou est-ce une morale que toute l'humanité devrait s'approprier? Alors, une autre question, toujours traduite de l'espagnol. Est-ce qu'il y aurait une conscience, est-ce qu'actuellement, dans le contexte actuel, est-ce qu'il existe une conscience intellectuelle et collective au sujet des dangers qui sont décrits par nos intervenants, et donc, y a-t-il dans la société d'autres acteurs de la société qui sont alertes, qui sont sensibles à ces problématiques, et du coup, comment y renforcer des alliances et sur quelle base? Une autre question, nous sommes effectivement face au constat suivant, c'est que nous sommes en quelque sorte face à une perte d'identité humaine.
Alors, que faire? Quelles solutions proposer pour rétablir en quelque sorte cette identité humaine? On a déjà évoqué quelques pistes, mais on peut peut-être les rappeler. Voilà, je vous laisse avec ces questions. On commence par Monsieur Rahmani, peut-être, cette fois-ci. Je dirais que oui, ce que j'appellerais moi la résistance, il est partout. Plutôt la volonté de résister. Et la conscience, elle est là. Donc, on la voit à travers cette multitude de lanceurs d'alerte, par exemple, ces forums, ces initiatives. Il faut dire qu'il y a une myriade d'initiatives qui essaient de changer la situation, qui manifestent par divers moyens une certaine résistance. Seulement, il faut dire que ce pouvoir qui prend cette idéologie de post-humanisme, de la chose, de rendre l'homme une chose, etc., est en train il dépose beaucoup de leviers pour le moment. Beaucoup de leviers sur le plan médiatique, sur le plan économique, sur le plan du pouvoir, tout simplement. Ce qui fait que la domination, il continue, et qui nous fait dire en même temps que si on mise sur le changement sur le plan anthropologique, c'est parce qu'on est conscient que c'est seul, encore une fois, ce changement amorcera et donnera une autre dimension à cette résistance qui est pour le moment éparpillée, qui est pour le moment toujours dans cette logique de grand déséquilibre de force, et cette force, je dirais, symbolique, et qui n'est pas une force matérielle, va jouer certainement un grand rôle dans l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Rahmani, pour ces pistes. Monsieur Cortina, par rapport aux questions que j'ai posées précédemment. Oui, merci beaucoup. Moi, je trouve que oui, au niveau des alliances, vis-à-vis de cette résistance ou cette attitude dont on parlait auparavant, on peut les créer. Je crois fermement aux alliances de la conscience, c'est-à-dire ceux qui comprennent en quelque sorte que cette révolution, c'est une révolution pour la reconstruction de la conscience et pour le nouveau, pour se réveiller. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette ligne, mais pas tout le monde. Bien sûr, une fois que l'on sait que effectivement il faut défendre l'être humain et que l'on comprend sa dimension spirituelle, mais là je pense qu'il y a deux aspects qui peuvent en quelque sorte nous diviser, nous séparer dans cette conception. Et cela, je vais le relier à la question de la religion séculaire et des traditions abrahamiques. Donc, je pense qu'en quelque sorte, c'est la conscience d'être une créature, disons, d'un Dieu créateur. Il y a quelque chose, non, il y a quelqu'un, pardon, qui en quelque sorte a tracé un plan, a créé donc cette évolution de l'être humain et du cosmos. Et donc, en quelque sorte, le fait de se soumettre à partir de la liberté à cette vision, à ce plan, un plan de Dieu, donc c'est quelque chose qui nous amène vers le bien, vers l'espoir, en quelque sorte, dans le but d'arriver à cette dernière réflexion dont parlait le modérateur. Donc, il y a des raisons pour l'espoir. Effectivement, si l'on suit le plan qui a été tracé, si l'on comprend dans cette conscience, cette ligne, disons, destinée à arriver à un projet d'être humain qui soit parfait, disons, aligné avec cette vision d'un Dieu créateur, selon mon point de vue, en respectant bien sûr toutes les autres visions, l'on pourra sortir de ce problème dans lequel nous sommes en ce moment. Mais il y a l'autre possibilité, c'est de nous-mêmes nous ériger en tant que Dieu. C'est l'homo deus dont on a parlé auparavant de la religion séculaire, où il n'y a pas de
connexion avec un Dieu créateur. Nous sommes les créateurs, nous ne sommes pas des créatures. Nous arrivons à un niveau donc de soberbie énorme. J'ai relié cela au niveau de la soberbie biblique de la tour de Babel, cette volonté de construction au-dessus du Dieu créateur de notre propre réalité, de notre propre civilisation. Et donc, c'est là qu'on arrive à la vision pessimiste dont parlait Hakik depuis Barcelone, qui faisait une question et qui disait pourquoi cette vision pessimiste du post-humanisme. Et donc, c'est parce que en fait, c'est un petit peu cela. On arrive à ce manque d'humilité, donc arriver à un rejet du plan de Dieu, et c'est ça ce qui en réalité pourrait nous faire que le progrès et l'évolution puissent se tourner vers le bien. Et donc, cette perte d'identité humaine est reliée à tout cela. Donc, on est un petit peu confondu, on est perdu dans une société où on ne sait pas exactement où situer les limites éthiques face à cette éthique scientifique. Nous ne savons pas comment les scientifiques eux-mêmes peuvent s'auto-réglementer dans leur auto-réguler dans leurs avancées. Donc, tout cela est relié. Il faut avancer dans cette intelligence spirituelle, dans cette conscience collective. On se sentant en tant que créature d'un Dieu créateur. C'est un petit peu la raison, c'est la raison de l'espoir dont on parlait auparavant. Merci beaucoup, Monsieur Cortina. Je vais proposer encore une question ou deux à nos deux intervenants. Et puis, nous nous acheminerons tout doucement vers la fin. Alors, une question qui est peut-être plus prosaïque, ou en tout cas, on va dire, d'actualité, mais très certainement, il y a beaucoup de liens à faire avec la thématique que nous avons abordée. Est-ce que cette pandémie de Corona pourrait presque être considérée comme une première alerte humaniste à réfléchir, à mettre des limites éthiques à la recherche scientifique basée sur une définition globale de l'être humain dans ses dimensions terrestres et dans ses dimensions spirituelles, éternelles après la mort? Est-ce que ce contexte-là n'est pas en train finalement de remettre à plat les questions fondamentales relatives à la nature humaine? J'ai envie de dire chacun sa pandémie. Je parlais de la réaction des individus. Les alertes, il y en a bien avant. Ça fait un moment qu'on a des alertes de cette nature prédatrice, de l'exploitation de l'univers. Il y a des alertes sur le plan climatique, sur le plan de l'extrême pauvreté, sur le plan des inégalités, sur le plan des maladies qui ont fait leur apparition, qui n'existaient pas avant, sur l'extinction de beaucoup d'espèces, etc., etc. Les alertes, il y en a. Mais c'est pour ça que je parle sur le plan des réactions, ils sont multiples. Il y en a. Est-ce que toutes les consciences sont à l'écoute des messages que peut transmettre une telle situation? Je ne crois pas. Je crois pas. Je dirais que même il y a une minorité qui est alertée depuis un certain moment et qui réagit de cette manière positive, c'est-à-dire chercher son rôle et sa responsabilité dans le changement de la situation pour éviter cette destinée très dangereuse pour l'humanité. De leur côté, on voit que la pandémie était une occasion pour certains pour qu'ils continuent leur manipulation, leur machination, leur comportement. Et nous savons que cette pandémie a été une aubaine pour beaucoup de régimes politiques, pour faire des lois liberticides, pour pour faire plus de contrôle sur les sociétés, etc., etc. Et ça continue. Nous savons également que la pandémie a
a participé, a été aussi une aubaine pour des milliardaires qui ont multiplié leur fortune plusieurs fois. Donc, je conclue là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Rahmani. On va tout de même entendre Monsieur Cortina. Nos participants espagnols auront le plaisir de pouvoir profiter de sa réponse et puis nous nous acheminerons vers la conclusion. On remercie vraiment très chaleureusement les traducteurs. Nous nous excusons auprès des participants qui voilà, n'auront pas vu leurs questions traitées, mais nous devons maintenant tout doucement clôturer. Monsieur Cortina. Sí, pues a la pregunta de la pandemia, ¿no? Es esto, ¿no? Que me comentabas, yo creo que es una gran lección de humildad. Una gran lección de humildad hacia esa visión que comentábamos del ser humano como Homo Deus, ¿no? Nos hace reflexionar que somos finitos, que somos caducos, ¿no? Y ahí yo creo que se ha producido como dos reacciones, ¿no? La reacción que comentaba anteriormente el profesor Rahmani, ¿no? de una cierta minoría que ha entendido la lección de humildad y por tanto nos ha situado en esa visión que antes comentaba, ¿no? De que bueno, cualquier pandemia o cualquier situación de gran catástrofe puede eliminar a toda la humanidad. La propia muerte nos elimina a nosotros de este mundo, por lo tanto, esa construcción tecnológica tan imponente, esa civilización que creemos tan importante, es un gigante con pies de barro, ¿no? Y después la otra reacción que he observado es también de rebeldía, pero no de la rebeldía buena, ¿no? De resistencia que comentaba antes el profesor Rahmani, sino de una rebeldía pues, contra la situación, algunos incluso creyentes, ¿no? En Dios, una rebeldía contra Dios, ¿no? Como si hubiese venido un castigo bíblico, ¿no? Y por tanto una rebeldía que en estos momentos se está, yo creo, traduciendo en frustración en ciudades europeas, en nuestras ciudades ahora, por ejemplo, ¿no? En Barcelona, pues hay como la gente joven está por cualquier motivo saliendo a las calles, ¿no? Manifestando esa frustración de una manera violenta, ¿no? Yo creo que eso es producto también de toda la situación que conlleva la pandemia, ¿no? Una situación socioeconómica, bueno, impresionante, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, y que de alguna manera, ¿no? nos hace ver que las grandes catástrofes, ¿no? Las guerras, en el anterior siglo XX hemos tenido 2 guerras mundiales, ¿no? Los riesgos existenciales en el aspecto medioambiental, el cambio climático y ahora las pandemias, ¿no? Las crisis sanitarias. Bueno, a veces son lecciones para unos cuantos, ¿no? Pero que la humanidad a veces no cambia, ¿no? Y después de 2 guerras mundiales, pues a lo mejor se plantea una nueva situación de autoritarismo, de posible incluso guerra futura, ¿no? Y que después de una pandemia, pues cuando a lo mejor esto se tranquilice, ¿no? Y tenemos la esperanza de las vacunas, etcétera, pues que a lo mejor vuelva todo a la misma situación aparentemente igual. Yo creo que no volverá a la situación igual, pero a esa visión de querer continuar con la vida que se llevaba de una civilización de consumo, de movilidad extrema y, por tanto, medioambientalmente, pues nada recomendable, ¿no? Para el tema del cambio climático. Veremos. Gracias mucho, señor Cortina. Bien, eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Je crois que vous serez comme moi très frustrés de clôturer cette rencontre qui nous a apporté énormément de pistes de réflexion, de voies d'espérance aussi, tant il est vrai que pour guérir les maux, il faut porter le juste diagnostic. L'idée ici, c'était d'essayer d'apporter une réponse diagnostique à cette crise que traverse l'humanité aujourd'hui. Et nous espérons que nous avons pu, à travers cette rencontre,
commencer ce travail d'identification des problèmes. Et nous vous invitons évidemment à nous rejoindre dans les prochaines rencontres. À nouveau, je remercie les traducteurs. Je remercie nos intervenants, M. Cortina, M. Rahmani, pour leurs apports intellectuels extrêmement précieux, leur bienveillance aussi. Nous demandons à tout le monde de nous excuser des manquements qui auraient pu apparaître de ci, de là. Et je vous rappelle que vous avez le formulaire à télécharger dans le chat qui vous permettra aussi d'interagir avec nous, l'association EMPS, et nous vous tiendrons ensuite au courant de nos prochaines activités. Un grand merci à vous toutes et un grand merci à vous tous. Bonne soirée. Buenas noches. Good evening.